Le retour de l'enfant prodigue, partie 2. Le témoin. Si la forme du corps avait été fixée par la loi, lui aurait été complètement hors la loi. Et seulement, je le vois se mouvoir à travers la neige comme la langue d'une clochette en cuivre, et ensuite s'agiter de plus en plus comme s'il nageait dans l'eau froide, habillé d'un manteau de laine. Il était, tantôt plus jeune, tantôt plus vieux. C'est pour cela qu'ils avaient l'air d'être deux. Et même s'ils étaient deux, ils n'avaient qu'un seul nez, qui se baladait blanc comme le pied d'un escargot sur la vitre enneigée. Et même s'ils étaient deux, en fait il n'y en avait qu'un, car ils n'avaient que deux yeux, bleus, qu'avait tantôt l'un, tantôt l'autre. Ici je racle, ici je sommeille. Je racle et je souffle vivement et chaudement. Un bœuf a une mangeoire de verre, et dans la mangeoire, un homme étranger et un poteau télégraphique. Je souffle et frictionne en cercle avec un mouchoir trempé dans de la vodka. Et au bout d'un moment, je vois ce que je veux voir. Mais moi, je racle avec une pièce de monnaie les fleurs de givre sur la vitre du bistrot pour faire un trou pour l'œil vers le poteau télégraphique. Et je les lampe, les paupières en pointe comme les lèvres d'un singe. Et l'homme de dehors embrasse le poteau de dehors et traverse la glace en même temps que le poteau et me rentre dans l'œil. À présent, j'ai un poteau télégraphique en moi et un homme étranger. De longs fils de fer me sortent des yeux à travers la vitre, et des câbles noirs et rouges me sortent des yeux et me lient solidement à tous les poteaux télégraphiques du monde. Et je suis fier d'être un poteau télégraphique. Tandis que je reste là, à table près de la vitre, je sens bien que quelque ivrogne au coin de la rue regarde devant lui, regarde à droite et regarde à gauche, sort sa petite bite et pisse sur le confrère de service. Parce qu'à travers les câbles, d'un coup, un liquide tiède me coule dans l'œil. Et ainsi, mon pantalon est mouillé. L'inexplicable devient gênant lorsqu'on l'explique en termes trop décents. Donc, je reste ici, à table, devant la vitre, et je ressens une douleur franche entre les côtes. C'est un enfant qui, quelque part loin sur une colline, saisit une pierre et la lance sur un poteau, colle ensuite son oreille sur le bois et entend un grondement qui semble venir d'un autre monde. Ce grondement, je l'entends moi aussi, au même moment, dans ma tête. Sur la colline, l'enfant, moi, ici, au bistrot, nous savons tout à coup, au même moment, que ce long grondement vient véritablement d'un autre monde. À présent, l'étranger monte sur le poteau, comme le téléphoniste de l'enfance, des boyaux de fer noués entre les jambes, un béret sur la tête, une cigarette blanche au coin des lèvres. Il se meut agilement en ceinture, toujours plus haut, monte sur le poteau noir d'essence, et une fois arrivé aux pipes de porcelaine et de vitre, sort sa pince et bricole quelque chose. Maintenant, il bricole quelque chose avec sa pince dans ma tête. Une façon de percevoir l'avenir à travers les obsessions. Une façon de prendre la victime entre les cils, comme dans un petit étau en bois. Tu serres la vis et te prépares à l'attaque. La victime soupire et soupire doucement. L'âme luit sur les lèvres brièvement, puis passe dans un autre monde.
Mais les âmes ne sont ni stupides ni sages. Elles donnent seulement de la lumière. Pas beaucoup, mais autant que les lucioles dans la nuit. Et peut-être même pas autant. Mais à partir de ce moment, je vois ce que je veux voir. La vitre recouverte de poussière et de givre. Et il neige. Il neige. Mais cela ne me regarde pas.